c'est bon, très bien. Je vous regarde et vous me dites ça. Alors nous avons 3 caméras, vous avez vu, il y en a une là, et il y en a une derrière la vitre. On a fait ce qu'on a pu pour avoir tout le monde successivement. Voilà, et ben écoutez, merci beaucoup d'être là, franchement, on est très content à Canal Pourpre d'avoir réussi à engager à ce rendez-vous, donc 4 représentants de 4 listes sur les 5 officiellement qui sont en concurrence pour les élections municipales qui ont lieu dans 3 jours, hein, dimanche prochain, puisque nous sommes jeudi 20 mars. La 5e liste représentée par M. Dubois nous a fait savoir qu'elle déclinait notre invitation en préférant un débat éventuel entre les 2 tours. Donc on y reviendra peut-être. Pour l'instant, nous sommes avant le premier tour, donc voilà. Mais vous êtes 4 sur 5, c'est pas mal. On vous remercie beaucoup, d'autant que voilà, on a appelé les campagnes électorales une actualité frénétique dans un environnement commercial. Je cite un livre que j'aime bien. Et nous, on voudrait chercher à faire un peu autre chose. On voudrait une discussion entre citoyens, cherchant avec attention et bienveillance, s'il vous plaît, donc on s'est assuré que vous n'étiez pas armés, à s'éclairer un peu les uns les autres. C'est ce dialogue donc qu'on rêve d'accompagner, et je vous remercie beaucoup d'être là. Je remercie aussi, ma foi, mes petits amis de Canal Pourpre, les bénévoles qui nous entourent à la régie, aux caméras, et qui, sans eux aussi, ce débat serait impossible. Voilà. On va donc discuter. On va discuter d'un lieu commun que je vous ai proposé sous le titre « Exposer ce qui vous oppose ». Le lieu commun en question, vous le connaissez, c'est que les campagnes électorales favorisent la grisaille, en gros. Tous les journaux sont pleins de cette idée selon laquelle les programmes des candidats sont difficiles à distinguer parce qu'une certaine recherche de consensus, sûrement légitime, de règles du jeu est devenue une espèce de fourre-tout, où on voit qu'au fond, les titres de vos listes en disent quelque chose. On ne peut pas ne pas être d'accord avec vos titres de liste. Et en même temps, du coup, du même coup, on se dit, enfin, qu'est-ce qui les distingue? Puisque moi aussi, je veux bien agir pour Bergerac, me rassembler, vivre mieux, etc. Enfin, voilà, donc je vais vous laisser la parole. Si vous voulez bien, on va commencer par M. Frel, qui a un petit privilège pour nous, puisqu'il a été le premier à répondre favorablement à notre invitation. Donc je vous laisse la parole, et puis vous la prenez alternativement ensuite. Voilà. Exposons ce qui nous oppose. Oui, si c'est possible. Ce qui vous distingue. Ce qui nous distingue, ce qui distingue peut-être notre liste par rapport à celle de M. Garrigue, de M. Rousseau, c'est qu'on dit clairement qui nous sommes, c'est-à-dire de quel parti politique, quels sont les partis politiques qui nous soutiennent. C'est peut-être un premier point. Ce qui nous distingue peut-être de M. Fontana, c'est que nous avons clairement des propositions, notamment en matière de tranquillité publique, qui correspondent à la réalité de ce qu'est le terrain à Bergerac, et non pas... On n'a pas voulu se lancer dans une espèce de course à l'échalote et de surenchère sécuritaire. Ce qui nous distingue peut-être des 3 autres listes, c'est qu'on a vraiment voulu partir d'un programme qu'on a bâti tout au long de ces... quasiment un an de campagne, mais disons avec les Bergeracois, depuis le mois de septembre, nous organisons un certain nombre de cafés-débats, de réunions participatives où nous avons élaboré le programme. Et donc ce temps long de construction du programme nous a permis de préparer quelque chose qui s'ancre vraiment dans le quotidien des Bergeracois et qui apporte des solutions qui sont des solutions... avec les pieds sur terre. On ne rêve pas de choses qui sont, à notre avis, hors de portée des finances municipales.
Je peux garder la parole pendant 1 heure si vous le souhaitez. Non, mais très bien. Si vous pensez que vous avez fait le tour à peu près de... J'ai fait un premier tour. J'aurais peut-être après à me réexprimer en fonction des arguments des uns et des autres. Bon, Monsieur Fontana, puisque vous avez été un tout petit peu mis en cause à propos de sécurité, vous êtes d'accord là-dessus? Justement, en cause à propos de sécurité. Mais peut-être que M. Frel n'a pas l'information de ce qui se passe au quotidien à Bergerac. Et chaque nuit, M. Frel. C'est peut-être ça qui fait votre amnésie en matière de sécurité, M. Frel. Savez-vous qu'une pharmacie a été cambriolée ces dernières 24 heures? Savez-vous que 2 voitures ont été brûlées ces derniers jours? Savez-vous qu'il y a eu des feux de poubelle mis ces derniers jours? Je vous pose la question. Savez-vous que j'ai été cambriolé il y a quelques années et je suis toujours considéré. Je considère toujours que je vis dans une ville quelques jours. Répondez-moi. Je vis dans une ville sûre, Monsieur Fontana. Oui. Vous vous êtes fait braquer, monsieur, dans votre vie avec deux personnes armées et cagoulées, Monsieur Frel? Vous vous êtes fait braquer? Mais votre famille a-t-elle été cambriolée également? Votre fille, vos enfants et votre épouse s'est-elle fait caillasser récemment parce qu'elle a pris tel et tel chemin? Monsieur Fontana? Répondez-moi, monsieur. Écoutez, monsieur Fontana, je vis à Bergerac et je travaille à Bergerac depuis plus de 20 ans. On a compris que quelque chose vous opposait. Je travaille dans un quartier qui est réputé comme un quartier un petit peu chaud, entre guillemets, en plus de 20 ans de carrière dans ce quartier, garant ma voiture tous les jours devant, traversant, sortant parfois tard du travail le soir, je n'ai jamais eu aucun problème. D'accord? Et je vous dis, juste un gamin qui est rentré une fois dans notre maison et qui a piqué un ordinateur, quelle affaire? Ok, merci. Est-ce qu'il faut pour cela multiplier, aller au-delà de ce que déjà nous sommes au-dessus de la moyenne? On parle par exemple des patrouilles 24 heures sur 24. Même à Marseille, ça n'existe pas. On est une des très rares polices municipales à être armée. C'est une exception parmi tout ce qui se passe. Monsieur Frel, je crois qu'on a compris. On a compris. Il y a des actes d'incivilité. Ces actes d'incivilité, il faut les traiter comme des actes d'incivilité. Okay, d'accord. Et il faut arrêter de ramener tout à son truc, à son petit problème personnel. Prenons de la hauteur, regardons les chiffres sur la ville. Bergerac et toutes les statistiques, ça reste des statistiques. Elles existent, vous avez les chiffres. Ces statistiques prouvent et montrent que nous sommes dans une ville tranquille et sûre. Je répondrai à M. Frel parce que juste simplement, parce qu'il fait allusion à mes problèmes personnels. Tout ce que je vous ai cité, c'est quelques problèmes personnels. Tout le reste, c'est des problèmes qui concernent les Bergeracois et les Bergeracois. On a compris que le thème de la sécurité, je peux vous donner d'autres exemples. C'est quelque chose qui faisait une distinction entre vous. Alors, aux 2 autres, s'il vous plaît. Monsieur Garrigue. Écoutez, moi, je crois, j'ai une démarche. Je vais répondre à ce que dit M. Frel. Moi, je ne dissimule pas mon appartenance, mes opinions. Je me suis toujours réclamé du gaullisme. Et je considère que quand on est dans une situation très difficile, comme c'est le cas aujourd'hui, quand on est confronté en particulier à des problèmes d'emploi graves, et plus graves à Bergerac que nulle part ailleurs en Aquitaine, quand on est confronté à un problème de santé publique, je vois tous les jours des Bergeracois qui ne trouvent plus de médecin, ou leur médecin est parti, ou ils viennent d'arriver et ils ne trouvent pas de médecin. Quand on est les problèmes de sécurité, moi je nie pas leur existence, même si je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut rester mesuré sur ce sujet. Et les problèmes et la maîtrise des finances locales, parce que derrière ça il y a le problème de la fiscalité locale, qui est un sujet grave pour de très nombreux Bergeracois. Je dis, quand on est dans une situation comme celle-ci, on doit s'efforcer de rassembler toutes les bonnes volontés. Alors moi, je suis en dehors des partis. Et c'est vrai que dans les partis, je connais des gens très bien qui sont dans les différents partis et qui sont de bonne volonté. Et j'ai rencontré, vous savez, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale avant d'être député. J'ai connu les gens dans tous les partis. Mais je pense que ce qui est important quand on est dans cette situation très grave, c'est d'être capable de se rassembler. Et c'est pour ça que personnellement, j'ai fait une liste de rassemblement dans laquelle il y a des gens qui viennent d'un peu tous les horizons, mais qui sont unis par une volonté commune, c'est de prendre les problèmes à bras-le-corps. C'est pour ça que nous n'avons pas un programme catalogue, nous avons un certain nombre d'objectifs, un certain nombre d'idées fortes sur lesquelles nous nous battons.
et je crois que c'est ça qui répond aujourd'hui aux attentes de nos concitoyens. Pardon, mais M. Frel a soulevé un problème que je voulais aussi soulever à mon tour. J'ai sous les yeux les papiers des 5 listes, et c'est vrai qu'une chose m'a frappé, c'est que vous avez parlé de partis qui vous distinguent, c'est vrai dans votre cas, puisqu'il y a écrit que vous êtes EELV, et puis vous avez aussi d'autres partis avec vous. C'est le cas de M. Fontana qui parle de l'UMP et de l'UDI. Alors c'est évidemment aussi le cas du Front National, qui signe Front National, mais curieusement donc l'esprit Bergerac, Monsieur Dominique Rousseau, j'ai pas vu d'allusion à un parti. On sait que vous êtes au PS bien entendu, mais bon, il y a écrit liste de gauche, écologiste et de progrès, et Monsieur Garrigue vient de rappeler qu'il était donc plutôt hors parti et sans étiquette. Je suis dans un esprit de rassemblement. Alors c'est peut-être l'occasion, Dominique Rousseau, de prendre la parole. Bien, merci. Écoutez, c'est bien que cette liste de gauche et de progrès et écologiste est composée du Parti socialiste, du Parti communiste. Mais c'est intentionnellement que vous ne l'avez pas écrit. On n'a pas énoncé tous les partis. D'accord. Bon, on dit liste de gauche, Parti socialiste est bien à gauche, le Parti communiste est bien à gauche, les radicaux de gauche le sont, et écologistes, parce qu'il se trouve qu'il y a des écologistes sur cette liste. Donc, voilà, elle est clairement identifiée comme étant une liste de gauche, et nous ne renions pas, bien sûr, nos appartenances à nos différents partis. Est-ce que c'est en tant que de gauche que la liste Rousseau se distingue de tous les autres? Je ne sais pas si elle cherche à se distinguer, c'est pas la question. Exposer ce qui vous oppose, c'est ça qu'on cherche un peu. Oui, mais écoutez, le programme que nous avons bâti, c'est pas du tout un programme par opposition au programme des autres candidats. C'est un programme qui a été bâti à partir, bien sûr, d'un bilan que nous avons fait, que nous avons présenté aux Bergeracois, et avec, bien sûr, une poursuite d'un certain nombre d'actions qui ont été entreprises, donc qui figurent dans le programme. Vous avez eu aussi un certain nombre de, je reprends un peu ce que disait M. Frel, de rencontres avec les citoyens sous forme de table ronde, où, dans le cadre de ces tables rondes, les citoyens ont fait part de leurs demandes, de leurs propositions. 95% de ces propositions ont été retenues dans ce programme. C'est pas étonnant qu'il y ait tant de choses. Ce soit un programme catalogue dans lequel on trouve tout ce qu'on veut, monsieur. Et alors est-ce que ce sont des demandes de nos concitoyens. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, les partis politiques ont amené aussi leur contribution dans ce programme. Donc, c'est le programme des Bergeracois, et pas un programme en opposition au programme des candidats ici présents. Certainement pas. Ah d'accord. C'est pas un programme par distinction ou par opposition. Alors c'est un programme parmi d'autres. C'est un programme qui répond aux demandes des Bergeracois. Mais ça c'est ce que vous dites tous, excuse-moi, mais bon, oui. Moi, il y a une chose qui me gêne dans le programme de M. Rousseau, c'est qu'effectivement, il vient de le dire lui-même, ils ont repris tout ce qui leur a été proposé, 95% ce qui leur a été proposé. C'est-à-dire que c'était vraiment un programme catalogue dans lequel on peut trouver absolument chacun... Est-ce que chacun... c'est pas votre cas, aussi? Non, pas du tout. Et je rejoins là-dessus M. Frel. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec tout sur M. Frel, mais je crois que dans une démarche, quand on est confronté aux problèmes financiers qui sont ceux de la ville de Bergerac aujourd'hui, on doit se limiter et définir très strictement ses ambitions et les limiter à ce qui est vraiment absolument indispensable. C'est pourquoi nous avons un programme avec des propositions qui sont quand même très resserrées, des priorités qui sont très strictement définies, parce qu'on sait bien que dans une ville comme la nôtre, dans la situation où on est aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Oui, donc effectivement, ce programme, je rejoins un petit peu ce que dit Dominique Rousseau, c'était une réponse effectivement aux rencontres aux Bergeracoises et aux Bergeracois qui ont souhaité est-ce qu'on leur apporte donc une autre façon de vivre, et on n'a pas établi ce programme en fonction des autres, puisque d'une part on ne les connaissait pas. Et ce qui est important, c'est ça, c'est une réponse à une demande. Et d'autre part, je crois aussi, ce qui est important, c'est être clair dans ses convictions politiques et ce qu'on affiche. Je ne suis pas d'accord avec M. Garrigue qui veut rassembler tout le monde. Je suis désolé, à ce moment-là, M. Garrigue, faites l'union avec M. Frel, avec Dominique Rousseau,
et avec le Front National, mais surtout pas avec nous, parce que nous, on ne pourra pas intégrer ce type de raisonnement dans ce qu'on propose aux Bergeracois. Ce qu'on propose, nous, c'est quelque chose de clair, de déterminé, c'est une politique très volontaire, ça sera une politique de droite républicaine, c'est pas par hasard que ce mot se trouve là, et comme Dominique Rousseau, c'est une réponse aux Bergeracois. Et ensuite, je vous dirai, ça dépend des hommes et des femmes présents dans la liste qui vont mettre en place cette politique-là. Voilà. J'aurais du mal à vous faire parler de ce que je cherche, c'est-à-dire cette opposition, cette distinction entre justement. Justement, c'est clair ce que je viens de dire. Moi, je voudrais répondre à Monsieur Fontana. Ouais. Nous sommes aujourd'hui dans une période où il y a un besoin de recomposition politique considérable, parce qu'on est confronté à des problèmes énormes dans ce pays, et il faut qu'on soit capable d'allier l'effort et la solidarité. Des valeurs qui sont à la fois des valeurs qui sont certaines de droite, d'autres des valeurs qui sont plutôt des valeurs de gauche. Il faut qu'on arrive à unir tout ça. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que les partis, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les partis, malheureusement, sont enfermés dans leurs logiques internes et qui ne sont pas capables d'apporter ces réponses. Et c'est pour ça, je pense que la réponse aujourd'hui, comme ça l'a été à l'époque du général de Gaulle à plusieurs reprises, c'est le rassemblement, c'est d'être capable de réunir des hommes et des femmes qui ont envie de sortir le pays et de sortir, en l'occurrence, notre ville de la situation dramatique dans laquelle il se trouve. Et donc, il faut unir l'effort et la solidarité. Et ça, je veux dire, c'est des gens qui se reconnaissent dans cette ambition. Ils viennent de différents horizons. Mais je crois que c'est ça dont on a besoin. Attendez, j'essaye de traduire. Imaginez, M. Garrigue, que la France soit gouvernée de cette façon-là. Non, attendez. Mais elle l'a été pour le meilleur. Regardez, permettez-moi de recentrer les choses. Sécurité, on voit que la diagonale, là, elle se brise par le thème de la sécurité. J'ai l'impression que M. Garrigue vient de nous dire que lui seul, pour l'instant, si j'entends bien, se distingue de vous quatre en disant « moi je suis plutôt un type qui dit ras-le-bol les partis. Quoi. Je sors des partis, il en vient, il a expérimenté et il dit finalement ça ne fait pas mon affaire ». Est-ce que c'est pas ça qui vous distingue par rapport entre tous les quatre là? Il a une position un peu, comment dire, particulière. Je conteste pas l'utilité des partis, mais je dis qu'aujourd'hui les partis sont dans une impasse et dans la situation où nous sommes, il faut sortir de là. Il y a pas mal de gens qui pensent ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a pas mal de personnes qui pensent cela. Il y a pas mal de personnes qui pensent cela. Maintenant, c'est quel projet politique, quel projet de territoire nous avons pour Bergerac. Et je crois que quelque chose oppose ma liste à celle de tous les autres. C'est qu'on ne s'est pas aperçu qu'il y avait un changement de paradigme. Ma génération, celle qui est rentrée sur le marché du travail en 1986, c'est la première à avoir connu, mais vous ne l'avez pas connu par chance, messieurs, la première à avoir connu le chômage de masse, qui est dû à quoi? Au prix de l'énergie, au premier choc pétrolier en 1973. Depuis, on a connu, et ma génération a été la première, mais celle qui succède le sont, une hausse continuelle du chômage. Et depuis 30 ans, on entend quoi? La solution, c'est la croissance, la croissance, la croissance. La croissance, économiquement, ne peut pas exister si on a une énergie qui est chère. On voit à l'heure actuelle que les réserves de pétrole ont été atteintes. On voit que le nucléaire est dans une impasse totale et on ne sait pas comment on va financer, ne serait-ce même que la mise en sécurité post-Fukushima des centrales actuelles en France. Et je ne parle pas d'engager la rénovation de toutes ces centrales, c'est plus de 400 milliards d'euros qu'il nous faudrait d'ici quelques années. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vu à l'heure actuelle par un grand nombre d'autres partis autres qu'Europe Écologie Les Verts. Et il faut rentrer enfin dans le 21e siècle. C'est fait à Bergerac. Il y a des villes qui sont en route, qui sont en marche, qui avancent. Il y a des territoires qui ont engagé résolument la transition énergétique et pas forcément des territoires qui sont gouvernés par des collectivités de gauche. Je pense à la communauté de communes du Méné en Bretagne, je pense à la Biovallée dans la Drôme qui réunit plus de 100 communes. Ce sont des territoires
communauté de communes du Méné, ils sont en autonomie énergétique dès l'année prochaine. D'accord. La Bio-Vallée de la Drôme, ça sera à l'horizon 2020. Ce sont des gens qui sont en marche, qui avancent, qui créent des emplois. Et à Bergerac, on se contente de sauter en l'air comme un cabri. Monsieur le général parlait de l'Europe. Oui. Ici, c'est la croissance. Oublions ce mythe, il est terminé. Passons aux solutions modernes. Alors là, on est passé des partis qui semblaient être un objet de distinction à l'écologie. On comprend que vous insistiez là-dessus. Mais je rappelle que Dominique Rousseau, il se dit écologiste et de progrès, hein, outre qu'il est de gauche. Bon, oui. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ça arrive encore à faire vraiment les distinctions que nous cherchons. Oui, quand même un mot concernant cette question au niveau des partis et leur aptitude à pouvoir proposer, bien sûr, un projet pour un territoire, une région, un pays. Moi, je crois fortement aux partis. Dernièrement, lors d'une émission, nous avions évoqué le rôle des partis. Oui, ça, je dois avouer que là-dessus, le rôle des partis, tu dis clairement que tu es... comme une garantie au niveau de l'organisation démocratique de notre pays, de l'organisation démocratique de la vie politique. C'est mon point de vue. D'accord. Et cela n'exclut pas, et n'est pas du tout incompatible, avec un véritable projet de territoire, et avec ce qui est de l'ordre de certaines valeurs, un engagement, bien sûr, et une solidarité à l'échelle de ce territoire. Là-dessus, j'en suis fortement convaincu. Pour preuve, sur cette mandature qui s'achève, eh bien, nous avons pu rassembler au niveau de ce territoire, nous avons pu réunifier la ville de Bergerac, rassembler autour d'une communauté d'agglomération, et mis en place un schéma de cohérence territoriale. Et où la solidarité a pu et continue à s'exercer. Donc, un projet de territoire, des actions concrètes qui ont été menées, et ces actions concrètes, vous retrouvez toutes les actions concrètes dans le bilan qui a été proposé. Vous dites, c'est une énumération d'actions, comme dans votre programme. Mais bien entendu, et toutes ces actions, nous les avons menées, nous les avons réalisées, et même au-delà. Le programme a été satisfait à plus de 100%. Donc, le programme a été réalisé à plus de 100%. Je pense que les Verts sourient en vous entendant. Ce que nous proposons, eh bien, c'est de poursuivre ce travail. Et nous nous en donnerons les moyens de le poursuivre. Juste un petit mot. Parce que je finis en disant que l'écologie n'appartient pas à un seul parti. Elle est transversale à tous les partis politiques. Voilà. C'est une posture citoyenne. Merci Dominique. C'est ce que je dis dans mes propos. L'écologie ne vous appartient pas, la solidarité, excuse-moi Dominique, n'appartient pas aux socialistes. La sécurité. Vous n'avez pas le monopole de l'écologie. Au Front National, je suis désolé, c'est vrai que l'action est transversale, tu as raison. Bon, d'accord, on vous a compris. Ce qui est important, et je répondais à Daniel Gary, les partis, mais comme tu as dit, c'est l'expression de la démocratie, monsieur Gary. S'il n'y avait pas de parti politique, où en serait la démocratie, monsieur Gary? Attendez, vous avez utilisé les partis dans votre passé, vous en êtes servi, alors maintenant vous reniez à ces partis. J'étais dans un rassemblement. Il faut être clair, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, et c'est ce qu'il faut proposer aux citoyens, il ne faut pas les tromper. Mais voilà, nous on ne trompe pas les citoyens, on dit ce qu'on va faire, et ce qu'on fera, et de quelle façon on le fera. Et ce n'est pas un catalogue comme vous dites, monsieur. J'étais dans un rassemblement, je n'étais pas dans un parti. Et je dis, mais je voudrais répondre à ce qu'a dit M. Frel, que je trouve intéressant sur la question de la croissance. Moi, je crois effectivement, et je suis convaincu, M. Frel a raison, il faut que notre modèle économique se transforme, qu'il évolue. Il y a les contraintes énergétiques. Il n'y a pas que mais il n'y a pas que les contraintes. Il n'y a pas que les contraintes la dérégulation énergétiques. Il y a l'apparition des pays émergents, qui est un problème qu'on n'a pas vraiment pris en compte et qui viennent maintenant sur le terrain que nous occupions. C'est ça quand même le plus gros problème économique auquel on est confronté aujourd'hui, et on n'a pas su jusqu'ici trouver les réponses. Et puis il y a un phénomène très important qui est la révolution numérique, qui nous ouvre de nouvelles possibilités et dont on n'a pas encore saisi toutes les possibilités. Et moi, une des choses qui m'inquiète ici à Bergerac, c'est de voir que la communauté d'agglomération de Périgueux a obtenu dans le schéma départemental le câblage systématique de toute la câble en fibre optique, et de voir qu'ici à Bergerac, on reste à la remorque, parce que c'est notre avenir pour les décennies qui viennent qui est en train de se jouer. Et moi, je pense que
la démarche que je défends, qui est une démarche effectivement de rassemblement, c'est d'aller sur les problèmes majeurs, sur les problèmes les plus graves, et de réunir toutes les énergies et toutes les compétences pour qu'on apporte des réponses à ces problèmes. Alors, la démocratie, ça passe aussi par là, c'est traiter des vrais problèmes devant nos concitoyens, c'est parler devant eux des vrais problèmes, et c'est les associer à la recherche des solutions. D'accord. C'est ça la démocratie. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et la démocratie, ça passe pas uniquement par les partis. Et donc, juste un tout petit mot. Tout à l'heure, on a dit, effectivement, l'écologie n'appartient pas à un seul parti. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, on voit que, et on s'en félicite, petit à petit, nos idées polénistes transcendent, et beaucoup les reprennent, et on s'en félicite. Vous avez insisté plusieurs fois, M. Clemens, sur le côté de la liste de M. Rousseau où c'était marqué écologiste. Mais il peut s'en revendiquer, puisque effectivement, il y a Vous lui en voulez pas pour ça. Il y a des écologistes, mais tout comme je peux me revendiquer, par exemple, du socialisme, puisque j'ai des personnes qui étaient membres du PS encore récemment qui sont sur ma liste. Et je pourrais me revendiquer aussi de quelque chose de plus libéral, puisque nous avons des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise qui sont sur notre liste et qu'on a réussi à rassembler avec des gens qui portent un programme, par exemple, au niveau national radicalement différent et qui s'inscrivent dans le champ de la gauche ou voire de l'extrême gauche, et ensemble, ces personnes travaillent. D'accord. Alors, merci pour cette... Un petit mot pour pouvoir intervenir concernant, bien sûr, tout le travail qui a pu être mené en termes de protection de l'environnement, développement durable sur cette ville. Très concrètement, 2 labels. Le label autour de la biodiversité. Oui, c'est grâce à Pombonne, ça. Le label autour de la biodiversité et ailleurs, et pas uniquement sur Pombonne, avec toute la gestion qui a été mise en place, comme jamais elle n'a pu être mise en place sur cette ville. Et puis la 4e fleur, la fleur d'or. Il va pas être content. Attendez, la 4e fleur, on l'avait eu avant. On avait même le Grand Prix national de fleurissement. Attendez. Laissez-moi. Vous aimez beaucoup les labels, monsieur Rousseau, comme certains aiment les décorations. Daniel, ne pleurez pas, s'il vous plaît. Bon, d'accord. S'il vous plaît. Donc, on a bien compris que l'écologie, tu pouvais t'en réclamer. Enfin, moi, je voudrais répondre à monsieur Rousseau. Je vais répondre, parce que moi, je me souviens du programme de 2008. Vous avez jamais qu'on passe à la cave après. Vous avez parlé du numérique. Le numérique. 2015, la ville de Bergerac, entièrement fibrée. Oui, mais c'est toute la cape qui sera fibrée en 2000, et pas forcément en fibre optique. Écoutez, laissez-moi finir. Finir. Vous n'écoutez pas. Mais si, je connais le dossier. Vous ne connaissez pas le dossier. Si, je le connais très bien. Ce dossier, je l'ai porté. Parlez gentiment entre vous. C'est ce que je fais. Je l'ai porté, je l'ai défendu, je vais vous donner toute l'information, monsieur Garrigue. 2015, la ville de Bergerac, par un opérateur, bénéficiera de la fibre. Toutes les zones d'activité économiques seront fibrées. Toutes les institutions publiques seront fibrées. Au niveau de notre communauté d'agglomération, je vous dis, c'est arrêté ainsi. Au niveau de notre communauté d'agglomération, nous aurons, et nous avons cette chance unique sur ce territoire, à la différence des autres territoires de ce département, c'est que nous avons la possibilité technique que les autres n'ont pas, de pouvoir augmenter la puissance de manière considérable, et qui sera équivalente à celle de la fibre. Ah oui, je vous parle d'équivalente à celle de la fibre. Ce qui veut dire, écoutez-moi bien, ce qui veut dire que à partir de 2015, et bien avant la CAP, bien avant d'autres secteurs, nous aurons une augmentation de puissance équivalente à la fibre. Donc, ensuite, vous aurez une autre, les zones d'activité économique seront fibrées, le citoyen qui sera Saint-Georges de Blancanet, comme celui qui sera à Caïssac, pourra avoir une puissance qui sera de l'ordre de 20 à 30 mégas. Excusez-moi, moi quand je discute avec les chefs d'entreprise, quand je discute avec les chefs d'entreprise bergeracois, excusez-moi, ils sont précisément extrêmement inquiets, parce que vous me parlez, on aura une puissance équivalente. Mais eux, ce qu'ils cherchent, c'est pas des équivalences. C'est pas des équivalences. Je ne vous parle pas des entreprises. Ceux qui cherchent, ah ben évidemment, mais moi ce qui m'intéresse d'abord, c'est l'activité et l'emploi. C'est ce que je veux dire. Leur inquiétude, c'est de voir que la CAP a obtenu
obtenu la couverture en fibre optique systématique dans les 6 ans qui viennent et que nous, malheureusement, nous ne l'avons pas. Et ça a été le débat au Conseil général. Et j'ai vu Bernard Cazot venir me voir à la fin du débat. Il était quand même assez embarrassé là-dessus. Excusez-moi de vous le dire. Mais non, je me trompe pas. Mais si, je connais bien le dossier. Pardon. Excusez-moi, mais c'est quand même là aussi quelque chose. La fibre optique, c'était moderne il y a 10 ans. À l'heure actuelle, on est encore en train de suivre et non pas d'anticiper, de précéder les autres territoires. Simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'on va peut-être cesser de parler au futur, puisqu'on va nous dire « Ah, il faut encore des promesses », et puis les promesses, on sait ce que c'est. Donc, je voudrais venir, puisque tu as évoqué, Dominique, l'existence et l'expérience de la CAB. Je voudrais revenir sur ce point, puisque les électeurs que nous sommes vont se trouver dimanche avec des bulletins de vote un petit peu spéciaux, puisqu'il y a 2 colonnes. Donc vous êtes 35 sur chacune de vos listes, et les 24 premiers sont répétés à droite sur ce bulletin. Les 24 premiers qui seront des candidats ou candidates au conseil communautaire. Bon, c'est très bien, mais c'est un peu nouveau. Alors, moi, il y a 56 000 habitants sur la CAB, il y a 27 communes, voilà, je connais quelques chiffres comme ça. Il y a 64 conseillers communautaires. Donc, vous en proposez chacun 24, chaque liste en propose 24. C'est la règle, la règle qui dépend de la population, je crois. Chaque commune a autant de délégués que proportionnellement à sa population. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que évidemment il y a encore là des subtilités qui doivent m'échapper. Voilà, moi j'aimerais votre avis là-dessus, c'est-à-dire le citoyen lambda se dit, bon, 35 moins 24 reste 11, alors on va me dire, non, mais c'est quand même les mêmes, mais ils font pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous pourriez dire chacun votre point de vue aussi clairement que possible, parce que je sais que ces choses sont complexes, sans doute, mais le fonctionnement de la CAB, moi j'ai le papier de la CAB, qui est paru il y a maintenant presque 1 an. Excusez-moi, mais c'est pas un fonctionnement extrêmement participatif ni délibératif. Même les maires des 27 communes, je vois, n'ont qu'un rôle consultatif, quoi. Donc je me dis, voilà, c'est un peu bizarre. Voilà. Enfin bon, moi, je vous laisse réfléchir, mais on aimerait bien avoir votre point de vue sur la CAB, chacun à votre tour. Moi, je considère qu'il y a des problèmes graves à la CAB. D'abord parce que les choses ne sont pas claires. Les transferts de compétences, la répartition des compétences n'est pas claire. Je ne connais pas un élu de la CAB qui soit capable de dire précisément ce qui est de la compétence communale aujourd'hui et ce qui est de la compétence intercommunale. Il y a des zones d'ombre sérieuses. Il n'y a pas d'information. Je veux dire, il y a des services communication qui ont été développés à l'extrême. Il y a même une conseillère déléguée au transfert de compétences. Mais il n'y a même pas un site web. Attendez, il n'y a même pas aujourd'hui un site web à la CAB où on puisse consulter les documents, où on vient juste de créer un site, mais comme il est très récent, on n'a accès à aucune information, à aucun document. Il y a des études qui sont faites. J'ai entendu M. Rousseau dire qu'il était pour l'accès systématique aux documents. Je lui ai demandé l'autre jour l'étude sur la liaison ferroviaire Bergerac-Bordeaux, comme par hasard, je ne l'ai jamais reçue. Elle est pourtant financée par les contribuables bergeracois. Et il y a un problème aussi, vous l'avez très justement dit, de démocratie à l'intérieur de la CAB. C'est que les maires des petites communes ont le sentiment d'être exclus. Et il y a une équipe qui s'est formée, il y a un bureau de la CAB qui gère à peu près seul les affaires, et les autres élus n'ont le plus souvent que leurs yeux pour pleurer, et ils sont soumis à des rapports d'influence qui leur permettent pas véritablement de défendre leurs oui, je voudrais quand même dire, c'est curieux, monsieur Garrigue, d'un seul coup on parle de démocratie. Moi je trouve d'abord que c'est un progrès que l'élection soit des conseillers communautaires, parce que vous souvenez-vous, à une époque, c'était directement, tu as connu ça, moi je trouve que c'est quelque chose de très bien, et c'est une avancée de la démocratie. C'est clair, parce qu'à une époque, même pas, je crois, l'opposition, à un moment donné, figurait dans les communautés de communes. On a connu ça. Et là, effectivement, c'est très bien. C'est vrai que ça va favoriser la diversité. Voilà. Alors ensuite, il y a des représentants, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fonction du nombre d'habitants
des différentes communes, ce qui est normal. Alors ensuite, est-ce qu'il faut autant de vice-présidents? Bon, c'est à voir, il semblerait que c'est utile, c'est à voir comment ça fonctionne. Et ensuite, effectivement, c'est étudier de plus près les transferts qui sont réalisés par rapport aux compétences. Est-ce qu'il faut de nouvelles compétences? Moi, je préfère parler de l'avenir. Je ne souhaite pas toujours être dans la critique, parce que c'est pas comme ça qu'on avance. Oui, bon. Voir un petit peu donc, les compétences, ce qui est nécessaire, ça sera voté par les prochains élus, et effectivement, de façon à ce que les choses soient plus transparentes et plus claires. D'accord. Donc c'est quand même une avancée. Est-ce qu'on retrouve sur ce bulletin de ces municipales, effectivement, il y a l'élection au suffrage direct. Alors, Enfin, c'est pas vraiment l'élection. Ce qu'il faudrait pour avoir la vraie démocratie, c'est que les exécutifs soient élus au suffrage universel direct. Ben, ça va être le cas. Oui, non, mais non, directement devant les électeurs. c'est un autre débat. Oui, mais enfin, je pense que si on veut vraiment la démocratie, je suis d'accord. C'est quand même une avancée. Les délégués communautaires sont bien élus au suffrage universel. Oui, mais je veux dire, le responsable, l'exécutif n'est pas choisi directement. Les maires non plus ne sont pas choisis. Ah oui, Le problème principal dans ce type d'élection, Oui, excuse-moi. allez-y. Vas-y. Vous m'aviez donné la parole. Oui, pardon. Bon. Non, parce qu'il a une expérience quand même d'1 an, et puis voilà. L'expérience d'un an. Alors, je vais répondre sur plusieurs points. Quand même, on a une avancée quand même énorme concernant la mise en place de cette communauté d'agglomération. D'autres l'ont rêvé, nous on l'a fait. Il y avait Bergerac-Pour, puis il y avait 3 intercommunalités avant. Il y avait une communauté de communes. Lorsque nous sommes arrivés donc à la mairie de Bergerac et qu'il y avait cette communauté de communes, les membres de l'opposition n'avaient pas droit de siège à la communauté de communes. Nous avons décidé que les membres de l'opposition pourraient siéger. Donc là aussi, je veux bien qu'on me donne des leçons de démocratie, mais nous l'avons fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'avaient pas droit? Parce que c'était... on le leur interdisait. C'est parce que la loi... Vous l'avez fait parce que la loi aujourd'hui l'impose. Non, Pas à l'époque. Pas à l'époque. Nous sommes allés au-delà, sur proposition d'Europe Écologie Les Verts, nous sommes allés au-delà. Ah d'accord, là, vous avez travaillé ensemble. Je finis. Oui, la loi ne l'imposait pas, et donc aujourd'hui, mise en place de cette communauté d'agglomération, il y a maintenant un petit peu plus d'1 an. Je le rappelais dernièrement, mise en place d'un schéma de cohérence territoriale à l'échelle qui va au-delà de notre communauté d'agglomération. Ce schéma de cohérence territoriale a été, je dirais, l'élément qui a permis... Le fameux SCOT a été l'élément qui a permis, enfin, à l'échelle de cette ville et de ce territoire, de pouvoir travailler ensemble. Ce n'était pas possible jusqu'à présent. Ce n'était pas possible. Moi, je suis allé aux réunions du SCOT. Il y avait des postures politiques, des positions hégémoniques, etc., qui faisaient qu'il y avait une opposition et que nous ne pouvions pas avancer et que nous étions dans l'immobilier. Bon. Tout cela... Donc tu te réclames d'avoir mis de l'huile dans les rouages. Le SCOT a été mis en place. Oui. Dans la foulée, la communauté d'agglomération a été mise en place. Et bien mise en place. C'est-à-dire que sur le nombre de délégués, vous en avez 24, c'est pour répondre à la question de tout à l'heure, 24 au niveau de la communauté d'agglomération. La ville de Bergerac est justement, pour permettre aux autres communes de la communauté d'agglomération de pouvoir siéger, n'a pas souhaité prendre le maximum au niveau des sièges. Ah, parce que normalement, elle aurait pu avoir droit à... Nous pouvions aller bien au-delà, nous pouvions être à plus de 50%. Combien? Nous pouvions être à 50%. Ah oui. Ce qui veut dire... À 30 et quelques, quoi. Aujourd'hui, nous sommes à 24. Mais tout le monde est à 24. Mais non, mais c'est normal. Non, mais c'est la répartition à l'intérieur. C'est la répartition interne, au niveau de la CAB. Il est normal que la liste de M. Garrigue, la liste de M. Frel et la liste de M. Fontana mettent 24 sièges. Parce que c'est comme ça que ça a été décidé et arrêté par le préfet. C'est ça. Donc... Mais initialement, la ville de Bergerac ne souhaitait pas être hégémonique. Vous auriez pu avoir 30 noms. Bien sûr, nous pouvions aller au-delà. Mais c'était au niveau de la ville de Bergerac, la loi nous permettait d'aller à 50% de participation au niveau de puisque vous avez 50% de la population. Hein? On pouvait, oui, enfin, c'est pas tout à fait comme ça. Mais la loi nous le permettait. La loi nous le permettait. Donc, ce que j'ai souhaité avec les maires de la communauté d'agglomération, c'est que la ville n'ait pas une position
je dirais, hégémonique par rapport à ça. C'était pareil dans l'intercommunalité précédente. Non, pas du tout. Alors, Donc je termine. absolument. Je termine quand même. Je termine. L'opposition ne pouvait pas y être. L'opposition ne pouvait pas y être. Toutes les communes étaient beaucoup mieux représentées. Donc aujourd'hui, une avancée en ce sens que ce n'est plus le président ou le maire qui décide du nombre de conseillers, ce sont les électeurs. Bon, alors après, il y a le débat, pourquoi pas au suffrage universel, etc., d'une autre manière, mais ça, c'est un débat qui ne nous concerne pas aujourd'hui, qui doit encore un truc qui va se tenir dans d'autres instances, dans d'autres lieux. Ensuite, cette communauté d'agglomération a fonctionné depuis un an. Les compétences. Vous avez des compétences obligatoires et des compétences facultatives. C'est ça. Compétences obligatoires, vous ne pouvez pas transiger là-dessus. Vous les mettez. Donc là, ça a fait l'objet de débats, de discussions, de façon à transférer ces compétences dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Et nous les avons transférées dans de bonnes conditions. Je pense au transport urbain, compétences obligatoires. Je pense à la politique de... Non, la voirie était déjà transférée. Mais, et certainement pas dans de bonnes conditions. Ensuite, nous avons transféré la politique de la ville, etc., etc. En plus, après, les élus font les choix de compétences qui nous semblent nécessaires, donc d'intérêt communautaire, et qui seront transférées. Je pense au tourisme, je pense à la question de la santé, je pense à toutes ces questions-là. Donc ce sont des choix. Après, il y a un bureau. Ce bureau avec des vice-présidents qui travaillent. Ensuite, il y a des commissions. Les commissions travaillent, les propositions sont examinées dans le bureau, et ensuite, une fois que tout cela a été validé, je termine, une fois que tout ceci a été validé, le conseil communautaire délibère. Mais délibère à partir de toutes les discussions qu'il a pu y avoir. Mais c'est un exercice de démocratie. Mais je finis. C'est un exercice de démocratie qui, en ce sens, prend véritablement qui concerne toute 17 personnes. Non, mais enfin, attendez. Non, mais on peut répondre, monsieur Clamins. Voilà, on peut s'exprimer. Il nous reste un tout petit quart d'heure. Voilà, mais justement, on aimerait bien pouvoir s'exprimer. Monsieur Frel voulait prendre la parole. Oui, alors donc rapidement, pour pouvoir aussi m'exprimer sur une vision de cette communauté d'agglomération bergeracoise. C'est cette avancée démocratique qui montre simplement quels seront les élus qui siégeront, mais qui ne change pas énormément les choses par rapport à avant, mérite encore d'évoluer et qu'on puisse passer à une élection qui soit une élection qui permette de porter des vrais projets. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne porte pas de projet au niveau de la communauté d'agglomération bergeracoise, puisque à Bergerac, on va la porter, peut-être qu'à Saint-Laurent-des-Vignes, on va porter un autre projet de territoire, etc., etc., dans chacune des 27 communes. Et c'est comme ça que ça se passe, parce que le mode de scrutin ne permet pas d'avoir, par exemple, des listes au niveau... qui représenterait tous les villages, toutes les villes, au niveau de l'ensemble de la CAB. À l'heure actuelle, on est toujours sur une élection clocher par clocher. Et ça pose le problème, du coup, après, de définir réellement ce que nous voulons. Juste, je termine, et c'est le deuxième point que je voulais aborder, et c'est donc là où est le véritable problème. C'est qu'on ne peut pas définir, du coup, quel projet de territoire nous voulons pour cette communauté d'agglomération. À l'heure actuelle, nous avons des PADD, des SCOT, etc. Mais quel est le projet de territoire à long terme que nous voulons pour Bergerac, pour le Bergeracois? On ne le sait pas. Nous, ce qu'on propose dans notre programme, c'est par exemple d'avoir un vrai outil de développement territorial, quelque chose qui parle et qui permet de valoriser et de développer nos entreprises. C'est un parc naturel régional de la rivière Dordogne. C'est quelque chose vous appelez le bassin de vie, hein, c'est ça? De la rivière Dordogne. Ouais. Bergerac, c'est quand même une ville formidable. Elle est née grâce à cette rivière, par son quai, par son port, par son château, par son pont, ainsi de suite. Par ses marais. Elle est née par ça. On lui tourne le dos. À l'heure actuelle, ce magnifique port, ce magnifique espace est transformé en un parking à bagnole hideux et qu'il faudrait complètement réformer. Ce qu'on veut en faire dans le cadre de ce projet, c'est petit un, retrouver notre rivière parce qu'elle nous a fait naître. Et c'est en faire un espace d'animation touristique pour animer l'ensemble du centre-ville de Bergerac. Et cet outil de parc naturel régional qui transcende tout un territoire et même plusieurs territoires, puisque la rivière Dordogne fait plusieurs centaines de kilomètres, ça serait un vrai outil de développement durable, d'un tourisme durable. Et c'est ce que nous portons notamment comme solution économique pour Bergerac. Mais ça, si par hasard
si par chance, ou si parce que nous avons réussi à convaincre les Bergeracois, demain nous avons 100% des voix et 22, c'est bien 22 conseillers communautaires, parce qu'il y en a 24 parce qu'il y a 2 remplaçants, hein. D'accord. Je le rappelle. Donc si demain on a 22 conseillers communautaires, tous étiquetés de notre liste, est-ce que ce programme nous pourrons le mettre en œuvre? Je ne le sais pas, puisqu'il y aura encore 42 autres conseillers communautaires, conseillers d'agglomération à convaincre. Ok. Non, moi je ne peux pas me satisfaire de ce qui a été dit sur la CAB, parce que la CAB elle a été construite dans la hâte, sous la pression des représentants de l'État, c'est ça qui s'est passé. Décentralisé. Et il y a un problème, d'abord il y a un problème d'information pour nos concitoyens, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux n'ont pas encore réalisé l'importance des transferts qui ont été faits des différentes communes vers la CAB. Ça, et une des raisons, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de débat, effectivement, sur le projet de la CAB. Donc ça échappe complètement aux citoyens. Il y a un problème de transparence, c'est-à-dire que les décisions sont prises, alors M. Rousseau nous a expliqué longuement le processus de décision, mais ça se passe entre un tout petit nombre de personnes, de manière hermétique. Essayer d'avoir des informations qui aillent au-delà de cette petite brochure sur l'organisation, sur les études, sur la préparation des décisions de la CAB, il n'y a aucune information disponible pour les citoyens. Et moi, je vois partout des élus qui sont extrêmement préoccupés. Et à quoi elle a servi, la CAB? Il faut quand même rappeler, cette année, 13 millions d'euros d'emprunt, c'est-à-dire pratiquement 40% de la capacité globale d'emprunt de la CAB, qui ont essentiellement servi à financer des travaux de prestige en centre-ville. Et 13 millions d'euros d'emprunt, alors que la capacité globale d'emprunt est de 40 millions, ça veut dire que demain, il sera extraordinairement difficile d'engager l'effort pour lequel on a vraiment besoin de la CAB, c'est-à-dire le développement économique. Monsieur Rousseau, vous avez beaucoup parlé du SCOT. Moi, j'ai participé aux réunions d'élaboration du SCOT. Ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point les élus étaient en dehors de l'élaboration du SCOT et combien en réalité c'était un cabinet d'études qui a fait largement du copier-coller. Moi je dis que le SCOT, il faudra le remettre complètement à plat, mais en faisant en sorte effectivement que ce soit l'affaire des élus et qu'à travers le SCOT on bâtisse le vrai projet de la CAB. Un cabinet public. Mais quand même, monsieur Garrigue, publiquement, vous avez félicité ce cabinet pour l'excellent travail. J'ai dit que le cabinet avait fait du travail, mais pas les élus. Les élus ont été mis en dehors. C'est pas vrai. Et nous avons un schéma de cohérence territoriale c'est faux ce que vous dites. qui dégage un vrai projet de territoire, que ce soit en matière d'urbanisme, que ce soit en matière de tourisme, que ce soit en matière de logement. Vous avez un véritable... Prenez le temps de le lire. Et je l'ai suivi de bout en bout. Ce sera un document qui sera opposable. C'est du copier-coller. Vous seriez à Saint-Étienne ou à Saint-Quentin, ce serait à peu près la même chose. Et puis après, on terminera parce que ce sera... Oui, donc par rapport à la CAB, je reviens, c'est un progrès de démocratie, ça il faut le savoir. Effectivement, souvent, je pense, les décisions se prennent au niveau du bureau, hein. Effectivement, peut-être élargir à ce moment-là par rapport au fonctionnement de la CAB, ça je suis également d'accord. Revoir effectivement les propositions du SCOT, et je crois que c'est aux élus, c'est pas forcément à ces bureaux d'études, de faire des propositions, de créer éventuellement des commissions, de façon à pouvoir mettre en avant donc les besoins, que ce soit de toutes les collectivités représentées. Je crois qu'on a intérêt d'une grande démocratie. Ça permet également d'avoir des financements et effectivement à répartir ces financements aux besoins de l'ensemble des communes qui appartiennent à la CAB. D'accord. Bon, ben merci. On va un tout petit mot. On parle beaucoup des élus et des maires, etc. au sein de la CAB, mais où sont les électeurs, où sont les citoyens bergeracois? Merci. Le PNR Lionel. Que je propose, c'est géré aussi avec des citoyens. Merci Lionel, parce que je voulais faire un peu de pub pour terminer. C'est un petit livre que vous devriez tous lire, ça s'appelle Contre les élections. Le titre va pas vous plaire évidemment, et il est un peu exagéré d'ailleurs, c'est un peu inexact par rapport au contenu du livre, mais c'est un petit livre, il y en a des dizaines d'autres que je pourrais vous proposer, mais qui est très stimulant sur le plan de la démocratie
non seulement participative, mot que j'ai prononcé tout à l'heure, mais aussi délibérative, et vous n'avez pas beaucoup relevé celui-là. La démocratie délibérative sont les citoyens. Quoi, alors les commissions de la CAB, il faudrait aussi que les gens ordinaires, pas élus, tirés au sort, pourquoi pas, viennent vous aider. Enfin, voilà, j'aimerais juste vous demander ce que vous pensez de ça. C'est le schéma que je propose Bergerac, la commission extra-municipale Bergerac, qui est au niveau de la CAB. Avec des citoyens tout à fait. Et il faut que ce soit les responsables, les représentants des citoyens, qui aient la présidence de ces commissions, que ce soit eux qui décident de la date de réunion et de l'ordre du jour. C'est ça une commission extra-municipale. Et nous avons proposé, Dominique Rousseau l'a fait 6 mois après, nous avons proposé la première commission extra-municipale à Bergerac sur les cantines bio, et donc qui a été acceptée avec quelques mois d'écart. Je vois que la liste qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, celle de tous ensemble, on va pouvoir fusionner. Vous l'avez beaucoup suivi finalement. Et là-dessus, je crois que ni M. Garrigue, ni Carmen Fontana, ni Lionel Frel ne viendront me contredire là-dessus. C'est que les élus sont les représentants du peuple. Oui, mais on est d'accord. Je finis. Les élus sont les représentants du peuple. C'est ça qui est un peu discuté les élus sont les aujourd'hui. représentants du peuple et ce sont les élus qui, au final, décident. Oui, après avoir mis en place toute une filière au niveau de la concertation, de la prise de propositions, etc., etc. Oui, mais encore faut-il que la concertation existe. Ce qui se fait. Jamais dans cette ville, sur ce territoire, il n'y a eu autant de concertation. Non, là vous allez faire rire, ce qui est dit, c'est que la démocratie participative a pris vraiment tout son sens. Vos amis les Verts vous ont quitté en cours de mandat. Il y avait sans doute quelques raisons. Ça nous appartient. Ça nous appartient. D'accord. Vous voyez où vous attend, M. Garrigue, dans votre équipe. Non, mais mon équipe, elle est très de ce qui va se passer. Mon équipe, elle est soudée. Merci. Les 6h moins 5, plus que la vôtre. On verra dans les décisions. Merci à tous les 4. Merci en tout cas. Et on vous souhaite d'être des représentants représentatifs. Merci bien. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci de m'avoir accueilli. Voilà. Ils sont pas moins de 4. Allez. Oui, mais je veux dire, là, vous avez une équipe, là, c'est incroyable, on se croirait dans une grande télévision, là. C'est pour ça qu'on est venu. Mais c'est du bénévolat. C'est du bénévolat, c'est formidable. Non, mais c'est bien d'avoir une équipe comme ça.